Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. Un jour d'automne en 1958, le bureau du commissaire criminel de la sûreté suédoise, Otto Danielsson, un homme de 55 ans dont la renommée d'habileté contraste avec une apparence physique quelconque. Vous prétendez que le colonel, cet homme si froid, si maître de lui, a été pris d'une violente colère publique au sujet d'une chose sans importance? J'ai peine à le croire. Je vous l'affirme, commissaire. C'est un témoin digne de foi, aussi étonné que vous d'ailleurs, qui me l'a rapporté. Le colonel est devenu fou furieux en apprenant que l'officier, qui s'était occupé des militaires russes venus visiter la Suède, avait réussi à les faire retourner en première classe d'avion au lieu de la classe touriste. Le colonel estimait que c'était manifester trop d'égards pour ces soviétiques. Curieux, en effet. Si le colonel était sous la dépendance des Russes et qu'il en souffre, il ne manifesterait pas autrement sa tension intérieure. Il nous faut peut-être exercer une surveillance de ses faits et gestes. Comment, commissaire Danielsson? Pour un simple accès de mauvaise humeur, vous suspecteriez cet officier de grade supérieur? Pourquoi pas? Oubliez-vous qu'il a été en poste en Russie plusieurs années? De 1948 à 1952, si mes souvenirs sont exacts. Les soviétiques ont pu prendre barre sur lui lors de ce séjour pour une raison que nous ignorons. J'en serais fort étonné. Le colonel me semble au-dessus de tout soupçon. On ne lui connaît aucun vice ni aucune passion, et il n'a jamais manifesté d'opinion politique ou idéologique. C'est exact. Mais les devoirs de ma charge m'obligent à suivre les indications que me donne mon instinct. Commençons donc une enquête, disons, de routine, et mettons le colonel sous surveillance. Il en sortira peut-être un jour quelque chose d'intéressant. Stockholm, 20 juin 1963. Peu avant 9 heures du matin. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années, élégamment mais sobrement habillé en civil, mince, élancé, le visage sérieux et sympathique, s'avance sur le pont Ribsbro. Il est à peine parvenu en son milieu qu'une voiture le rejoint. Colonel, vous êtes en état d'arrestation. Montez dans cette voiture, je vous prie. Aujourd'hui, un traître suédois, avec Robert Favard, Jean Martin et la participation de Roger Gessens. Colonel, veuillez, je vous prie, décliner votre identité au greffier, avant qu'il soit procédé à votre interrogatoire. Non. Werner Strömstrig. Né. En 1906 à Vaxholm. Père. Prénommé Gustave. Officier de marine décédé en 1933. Avez-vous des frères ou des sœurs? Un frère. Mort jeune dans un établissement pour enfants arriérés. Quels sont vos titres et votre profession? Colonel d'aviation en retraite. Ancien attaché militaire à Moscou. Ancien attaché de l'air à Washington. Ancien chef du département de l'air au bureau du commandement de la Défense nationale. Actuellement conseiller militaire affecté à la question du désarmement au ministère des Affaires étrangères. Avant de vous poser des questions, je tiens à vous informer, colonel Wennerström, que vous avez été arrêté parce que nous avons des preuves qui montrent que vous vous êtes livré à l'espionnage au profit de puissances étrangères et que vous avez livré des secrets de notre défense nationale, et cela depuis de nombreuses années sans doute. Je réfuterai cette accusation, en répondant à vos questions, commissaire. Et l'interrogatoire commença, qui devait mener le colonel Wennerström devant ses juges le 11 mai 1964. Il avait fallu 5 ans au commissaire Otto Danielsson pour démasquer, à partir d'un simple accès de colère, les agissements d'un des espions les plus mystérieux de l'histoire. Mystérieux en ce qui concerne les motivations de son espionnage. Comment Danielsson avait-il pu découvrir un traître dans ce collaborateur des ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères suédois? C'est cette remarquable enquête que nous allons d'abord suivre. Commissaire Danielsson, en effectuant les recherches que vous m'aviez ordonné de faire dans nos archives,
J'ai constaté que la Sûreté avait en 1943 déjà mis sous surveillance Wennerström, alors capitaine. Tiens. Et pourquoi cela? Il fréquentait alors assidûment et l'ambassade soviétique et l'ambassade d'Allemagne. Or, en 1940, il avait été nommé attaché militaire adjoint à Moscou. En réalité, chargé, du fait qu'il parlait le russe, d'être observateur pour le compte du service de renseignement de l'aviation suédoise, lors du conflit russo-finlandais. Et la Sûreté craignait qu'il ne livre des informations militaires à l'un ou à l'autre des deux pays en guerre en 1943, l'Allemagne ou la Russie? D'autant plus que le capitaine était fort lié avec l'attaché militaire russe Nikitouchev. Mais la surveillance de son courrier, de son téléphone, n'ayant rien donné, on cessa celle-ci. Pourtant, l'année suivante, le colonel Kempf, ayant chargé un inspecteur de la Sûreté de découvrir la provenance d'une information secrète parvenue aux Allemands, et qui avait été fournie en fait par une secrétaire de notre ambassade à Berlin, cet inspecteur donc découvrit dans les archives de notre Sûreté un télégramme de l'attaché militaire allemand à Stockholm, contenant des renseignements sur l'état d'esprit existant en Russie et donnant le nom de son informateur, soit le capitaine Wennerström. Ah. Ainsi, mes soupçons seraient confirmés par des faits datant de 15 ans. Non, car après examen, le colonel Kempf a estimé que c'était là le rapport de bavardage d'un homme qui voulait seulement se donner de l'importance. Bon. D'ailleurs, à cette époque, automne 1943, Wennerström était commandant de l'escadrille de Saint-Eunas et bien incapable d'obtenir des renseignements sur la Russie. Peu après, il eut d'ailleurs un accident d'aviation. Il était alors considéré par ses chefs comme un excellent officier d'état-major, mais comme un faible pilote. Aussi fut-il affecté à l'état-major de l'armée de l'air, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que vous avez pu recueillir concernant des agissements suspects de Wennerström. Absolument tout. Le colonel semble jouir de la plus excellente réputation. Sa vie privée ne donne prise à aucune critique. Il a épousé en 1939 la fille unique de riches commerçants. Sa femme, qui a 13 ans de moins que lui, est jolie et gaie. Elle lui a donné 2 filles charmantes. Il habite depuis peu une très belle villa de 10 pièces à Djursholm. 10 pièces dans la banlieue la plus élégante de Stockholm, cette villa a dû coûter un bon prix. Ne laissez pas courir votre imagination, commissaire. Cette villa a été vendue avec un comptant élevé, certes, mais somme fournie par le père de Madame Wennerström. De plus, cette villa n'est pas d'un si grand luxe et seule une femme de ménage l'entretient, avec l'épouse du colonel. Bien. Restons-en là pour le moment, mais quelque chose me dit que cet homme rangé, aux relations mondaines cosmopolites et nombreuses, est suspect. Tenez-moi au courant de tous ces faits et gestes qui pourraient vous sembler intéressants ou bizarres. Un an plus tard, en automne 1959, le commissaire Otto Danielsson était mis au courant précisément de faits étranges. Commissaire, je commence à penser que votre intuition ne vous a pas trompé. Je viens de relever 2 voyages curieux effectués par Wennerström. Tout d'abord, si sa femme est bien rentrée directement en Suède à la fin de leurs vacances passées en Espagne, le colonel a fait un crochet par Berlin-Est. Ah. Peu après, ayant été à l'exposition aéronautique de Farnborough, il a quitté les autres officiers à l'escale d'Amsterdam pour une cause inconnue. J'ai, d'autre part, appris qu'un certain commandant d'aviation juge tout à fait surprenante la curiosité dont fait preuve Wennerström pour des sujets en dehors de sa compétence. Oui, ceci confirme mes soupçons. Mais il nous faut des preuves. Je vais demander au procureur Rinninger, qui est un spécialiste des questions d'espionnage, qu'il fasse une demande au tribunal afin que les juges nous accordent l'autorisation d'utiliser une table d'écoute branchée sur le téléphone de Wennerström. Croyez-vous que vous obtiendrez cette autorisation? Vous n'ignorez pas combien les juges suédois tiennent à la liberté individuelle. Et ils ont raison, mais je vais prévenir le commandant Henning, le chef de la sûreté militaire, afin qu'il appuie ma demande étant donné l'importance des fonctions actuelles du colonel. N'est-il pas chef du département de l'air à la défense nationale? Les juges seront sans doute sensibles à cet argument. Les juges autorisèrent en effet l'écoute du téléphone du colonel Wennerström, autorisation qui devait être renouvelée chaque mois. Mais l'année 1960 passa, et une partie de 1961, sans que rien de suspect fût signalé. Monsieur le ministre, le commissaire Danielsson est persuadé que le colonel Wennerström est suspect. Il a fait une observation dernièrement assez curieuse, il est vrai.
Oui, j'ai été étonné d'apprendre que le colonel Wennerström avait téléphoné au général Toutchenko, l'attaché militaire russe, pour lui demander des conseils pour ses vacances. J'ai fait remarquer au commissaire que les deux hommes jouent souvent au boule ensemble. Mais, en tant que chef de la police, et bien que je sois personnellement certain de l'innocence de cet officier, devant l'insistance de M. Danielson, je me vois contraint de considérer le colonel non comme un espion, mais comme un risque, M. Anderson. Vous avez tous deux raison. Il vaut mieux suspecter un innocent que négliger un coupable. Et précisément, le colonel a sollicité un poste à mon ministère de la guerre où il devrait expédier les affaires courantes de l'état-major. Poste de première importance, puisque de nombreux documents secrets seront mis entre ses mains. Monsieur le ministre, je vous supplie de ne pas lui confier ce poste. Cela me semble prudent, en effet. Mais si cet homme est innocent, on ne peut le priver sans explication d'un poste honorifique. C'est évident. Puisqu'il va être bientôt mis à la retraite, on pourrait lui offrir un emploi dans une grande industrie. Je crois que j'ai trouvé un poste plus valable. Le ministre des Affaires étrangères réclame un spécialiste pour étudier les questions de désarmement. Les compétences techniques, les articles, les livres du colonel sur l'aviation de demain justifient cette nomination qui, de plus, n'est pas imprudente. Si M. Handen accepte, voilà qui règle la question. Mais je vous avertis, commissaire Danielson, que si l'écoute téléphonique n'a pas donné plus de résultats le 1er octobre prochain, date de la fin du service actif du colonel, je la supprime. Et nous devrons vous pardonner les soupçons que vous avez portés sur cet homme que, je le répète, je considère comme innocent. Et moi, je demeure convaincu, messieurs, que je n'aurai pas à solliciter ce pardon. Il s'en fallut de quelques semaines seulement que l'obstiné commissaire ne fut obligé de reconnaître son erreur. Monsieur Tullin, je pense cette fois vous convaincre de la probable trahison du colonel Wennerström. Oh, je vous en prie, commissaire, pas de grands mots ni de suppositions, mais des faits. Enfin, des faits. En voici, éloquents dans leur brièveté. Il y a quelques jours, le colonel a téléphoné à l'état-major de l'air pour y réclamer des documents extrêmement secrets concernant l'avion 37. On les lui a remis sans lui poser de questions. 2 jours plus tard, Wennerström déjeunait chez le colonel Nikolski. L'attaché militaire russe? Coïncidence, sans doute. Et les documents concernant l'avion 37 étaient probablement nécessaires au colonel pour son travail. La coïncidence est possible, mais pour ce qui concerne les documents, non. J'ai fait vérifier le travail de notre officier. Rien, absolument rien dans celui-ci ne justifiait cette communication. D'autre part, j'ai été interroger l'archiviste de l'état-major, mademoiselle Stenberg. Oh, mais parfaitement, monsieur le commissaire. Je connais très bien le colonel Wennerström. Il vient très souvent emprunter aux archives des documents secrets. Oh, mais il les rapporte toujours le lendemain. Eh bien, mademoiselle, vous ne lui prêterez plus aucun papier dorénavant. Vous lui direz qu'il y a un nouveau règlement et qu'il doit vous montrer une lettre d'autorisation du ministre lui-même. Bien, monsieur le commissaire. Monsieur le procureur Rinninger, je vous répète que je suis d'accord avec toutes les mesures de précaution que nous avons prises. Lettre d'autorisation du ministre différée sans cesse. Malgré les demandes répétées du colonel, avouez-le. J'avoue. Donc, si je suis d'accord avec les ordres qui interdisent aussi à Wennerström l'accès du service de la recherche scientifique, bien que de divers côtés nous soient venues des informations montrant une curiosité déplacée de Wennerström, je m'obstine à penser que c'est un vaniteux, un orgueilleux, qui veut surtout avoir l'occasion de briller, de se faire valoir auprès des autres officiers. Sentiment médiocre, certes, mais explicable du fait que le colonel n'a pas eu la fin de carrière qu'il estimait lui être due. Il n'a pu devenir général ou commandant en chef de l'aviation suédoise, ainsi qu'il l'espérait peut-être. Est-ce ce sentiment de frustration qui a conduit le colonel à posséder dans sa maison un poste récepteur à ondes courtes? Comment le savez-vous? Par l'inspecteur qui surveille son domicile. Avez-vous capté des émissions? Non. Mais j'ai fait étudier ses finances par des spécialistes. Il a dépensé en 1960 et 1961 plus qu'il n'a gagné. Oui, enfin, sa femme est riche. Mon cher Tullin, vous pouvez avoir raison. Danielson également. Pourtant, cette affaire traîne depuis 5 ans sans que nous puissions vous départager. Il faut reconnaître que si nous avons recueilli un nombre de faits troublants,
Ainsi, pourquoi Wennerström, lorsqu'il était attaché de l'air à Washington, a-t-il réussi à visiter une base de bombardiers stratégiques? Il faut reconnaître aussi que nous n'avons en notre possession aucune preuve réelle d'espionnage ou de trahison. Nous n'avons qu'un moyen d'en obtenir. L'approcher le plus intimement possible. Ah oui, mais comment? Avez-vous une idée, commissaire? Oui. Il faut convoquer sa femme de ménage, une certaine Karin Rosen. C'est une démarche risquée qui peut éveiller les soupçons du colonel s'il l'apprend par cette femme elle-même et lui faire détruire tout objet ou document compromettant, donc toute preuve. J'avoue que la réussite dépend de l'intelligence, de la personnalité de Madame Rosen, mais les renseignements sur elle sont excellents. Eh bien, risquons l'affaire. Ah, monsieur le procureur, monsieur le commissaire, je suis bien contente que vous m'ayez convoqué ici. Figurez-vous qu'il y a déjà longtemps que je voulais m'adresser à la police pour lui raconter les choses bizarres que j'avais remarquées chez monsieur et madame Wennerström. Mais j'ai eu beau regarder dans l'annuaire, j'ai pas trouvé l'adresse du service où il fallait que je me rende. Le service de contre-espionnage ne se trouve pas, en effet, dans l'annuaire. Ainsi, madame Rosen, vous étiez non seulement intriguée, mais inquiète par certaines choses qui se passaient chez les Wennerström. Ah oui? Je me suis demandé tout d'abord pourquoi monsieur le colonel, qui disposait de tant de pièces, s'enfermait toujours dans un petit cabinet de débarras noir au rez-de-chaussée. Un réduit encombré de bicyclettes, de fauteuils de jardin. Un endroit pas plaisant du tout. Puis j'ai remarqué, bien que je ne fasse jamais le ménage dans ce cabinet, que monsieur y avait un bel appareil de photographie et qu'il y allumait du feu presque tous les jours, même l'été, et que les cendres de ce feu contenaient des débris de papier brûlé. Madame Rosen, vous êtes une excellente observatrice et ce que vous nous dites là est très intéressant et peut nous être fort utile. Oh, mais ce n'est pas tout. Je suis tombée plus d'une fois en faisant le ménage à fond sur des rouleaux photographiques cachés dans de drôles d'endroits. J'ai d'abord pensé que monsieur faisait peut-être des photos spéciales dans son cabinet. Mais j'ai réfléchi que ce n'était pas son genre, ni celui de madame, et puis que la pièce était trop petite et trop encombrée pour que quelqu'un prenne la pose. Madame Rosen, nous allons être francs avec vous. Nous avons des raisons sérieuses de penser que le colonel photographie dans son cabinet de débarras des documents secrets. Mais il nous faut en être certains. Il nous faut absolument avoir entre nos mains et développer un de ces rouleaux. Vous sentez-vous capable de continuer votre travail, sans que votre curiosité ou votre surveillance ne vous trahissent, jusqu'à ce que vous puissiez trouver un de ces rouleaux de pellicule et puissiez nous l'apporter? Il s'agit de collaborer peut-être à la défense de la sécurité de la Suède, de votre patrie, madame Rosen. Je le peux, monsieur le procureur. Je vous jure que je le peux. N'ai-je pas gardé secret ce que j'avais déjà découvert? Aussi bien nous vous faisons confiance. Tout à fait confiance, madame Rosen. L'après-midi du 19 juin 1963, madame Rosen découvrit 10 rouleaux de pellicule cachés dans le grenier. Elle courut en informer la police, où on lui ordonna d'en dérober 2 et de les apporter aussitôt. Le commissaire Danielson, ce même jour, filait lui-même Wennerström. Le colonel quitta son bureau et revint chez lui pour y prendre sa femme avec laquelle il se rendit à la réception d'une légation étrangère. Il l'y laissa et retourna à son bureau, sans doute pour y chercher dans son coffre les 2 rouleaux de pellicule qu'il n'avait pas retrouvés au grenier, pensant les y avoir peut-être oubliés. Il se rendit ensuite dans une salle de cinéma du quartier de Schöden, où devait être projeté un film soviétique. Il y rencontra Baranovski, un secrétaire de l'ambassade soviétique. Puis il retrouva sa femme avec laquelle il rentra à la maison. Danielson, ayant constaté que les 2 rouleaux photographiques étaient de fabrication russe, avertit le procureur Rininger qui, sur accord du ministre de la Justice, donna l'ordre d'arrêter Wennerström sans plus tarder. Le lendemain matin, 20 juin 1963... Colonel, vous êtes en état d'arrestation. Montez dans cette voiture, je vous prie. Au cours des interrogatoires qu'il devait subir, le colonel Wennerström se défendit tout d'abord avec arrogance.
Mais enfin, le 25 juin, il déclara... Eh bien oui, c'est exact. J'ai pratiqué l'espionnage pour le compte de pays étrangers. Et depuis quand? Depuis 15 ans. 15 ans, soit depuis 1948. Et voici maintenant, après le récit de l'étonnante et patiente filature du subtil policier Danielson, le récit du non moins surprenant, long et patient travail d'intoxication qui fit de Wennerström homme sans passion, sans vice, sans idéologie, un espion à la solde des Russes, et de cet officier suédois, fils et neveu d'officier, un traître à sa patrie. En 1948, j'avais mission d'accompagner les attachés militaires russes dans des voyages qu'on organisait pour eux. Quand on demeure ensemble dans un train pendant des heures et des heures, le temps se passe en conversation. J'avais compris que le feu de questions auquel me soumettait Roubatchenkov, l'attaché militaire russe, avait pour but de découvrir l'emplacement d'un aérodrome secret. Au cours d'une réunion, il renouvela sa question. Je répondis par une phrase que Roubatchenkov ne pouvait considérer que comme une fin plaisante de non-recevoir. Eh bien, mon cher ami, si vous jugez ce terrain si important, je vous dirai ce que je sais pour 5000 couronnes. J'avais, monsieur le commissaire, plus ou moins oublié ses propos, je vous l'assure, lorsqu'à un cocktail, Roubatchenkov me murmura cette phrase « L'affaire est faite ». Mais ce fut après un dîner d'hommes que l'attaché russe proposa de me raccompagner à la maison. Au moment où nous nous séparions, il me glissa un paquet dans la main. Je l'ouvris chez moi. Contenait les 5000 couronnes. Qu'avez-vous pensé et fait alors? Je me suis senti déchiré entre deux sentiments contradictoires. D'une part, j'étais satisfait d'avoir réussi à mettre le pied à l'intérieur de leur organisation, mais d'autre part, j'ai vu clairement que je me lançais dans la voie la plus dangereuse qui existe à l'intérieur des services de renseignement. Vous pensiez pouvoir devenir un agent double? Bien entendu. Et travailler en réalité pour le compte des puissances occidentales. Mais dans l'immédiat, vous avez fourni, je pense, le renseignement demandé et déjà payé. Oui. Et j'ai remis à Roubatchenkov un morceau de carte géographique sur lequel figurait un point rouge. Lequel point indiquait évidemment l'emplacement du terrain secret. Ensuite, vous avez pris votre poste d'attaché militaire à Moscou. Oui. Roubatchenkov m'avait indiqué qu'un certain jour, à une certaine heure, je rencontrerais une vieille connaissance à la station de métro Pouchkine. J'y trouvais en effet Nikituchev, l'attaché militaire à Stockholm, qui avait été mon ami pendant la guerre. Il me fit faire la connaissance du général, chef de la section militaire de renseignement. Je veux que vous compreniez bien, colonel, que l'OTAN, qui vient de se créer, ne présente de danger pour l'URSS que par suite de son commandement américain. Il est de la plus haute importance pour nous que nous puissions connaître le dispositif de guerre américain. Nous pensons que votre grande expérience et vos relations à l'ambassade américaine pourraient vous permettre de nous fournir quelques éléments sur ce dispositif. Mais vous avez tout votre temps pour réfléchir à cette proposition. Votre ami Nikituchev assurera les liaisons avec vous, réglera vos rendez-vous et les versements que nous vous ferons. En 1949, vous êtes revenu quelques mois en Suède. Oui, comme expert des questions russes. Car on préparait un plan de défense commun des 3 pays nordiques. Suède, Norvège et Danemark. Et c'est ce dispositif nordique de défense que par Roubatchenkov vous avez envoyé à Moscou. Ce qui vous a définitivement acquis la confiance des Soviétiques, je pense. Oui. À mon retour à Moscou, j'appris que j'avais reçu un nom de code. Oriol, soit l'aigle. Et dorénavant, je n'avais plus d'autre agent de liaison que le général Piotr Pavlovitch Lemenov. Car j'avais désormais atteint le niveau des généraux. Je communiquais avec lui grâce à un numéro de téléphone secret, où je pouvais l'appeler depuis les cabines téléphoniques publiques, de jour comme de nuit. On me reconnut bientôt les privilèges d'un agent supérieur,
J'étais seul juge de mes dépenses. On me donnait les sommes que je demandais, à condition que je ne dépense pas plus, officiellement, que ma solde, afin de ne pas éveiller les soupçons. On me promut peu après général de brigade dans l'armée soviétique. C'était un honneur que vous deviez tenir secret. Mais je le savais. Je savais que les Russes, eux au moins, m'estimaient à ma juste valeur. Car en Suède, on m'avait oublié lors des promotions. Et cela marque un homme. On sent tout de suite qu'on ne compte plus pour grand-chose. Et les autres vous regardent par-dessus l'épaule. Alors que le général Lemenov, lui, faisait le plus grand cas de moi et des informations que je lui donnais. Je peux dire qu'il a été le meilleur ami que j'ai jamais eu. Il avait une telle personnalité, calme, sérieux, il parlait d'une voix profonde et saisissante. On avait l'impression qu'il avait un pouvoir hypnotique. Tout ce qu'il disait devenait passionnant. Ce qui, dans mon cas, se traduisait par la manière dont il m'expliquait l'arrière-plan et les objectifs de n'importe laquelle de mes missions. C'est pour rencontrer le cher ami Lemenov et en recevoir des consignes que 12 ans plus tard, le colonel Wennerström fera ce voyage à Berlin-Est qui renforcera les soupçons du commissaire Danielson. Au cours des mois de son interrogatoire, l'espion racontera les missions que lui confia Lemenov aux États-Unis lorsqu'il y fut nommé en 1952 comme attaché de l'air. Votre objectif essentiel en Amérique sera l'espionnage industriel. Nous sommes intéressés par tout ce qui touche les viseurs de bombes, les fusées et robots de divers types, la miniaturisation électronique dans le radar et la radio. J'ai préparé une liste pour les 5 ans que vous passerez là-bas. Je serai toujours votre superviseur, mais vous connaîtrez votre contact à Washington lorsque celui-ci vous dira la phrase suivante. Je dois vous saluer de la part de Nicolas Vassilievitch. Vous répondrez alors, oui, je le connais, nous nous sommes rencontrés à Spiridonovka. Le contact ne fut autre que l'attaché de l'air soviétique, le général Kouvinov en personne. Et les entrevues avec ce contact se passèrent fort bien, sans éveiller les soupçons des services du contre-espionnage américain pendant 5 ans. Puis le colonel revint en Suède et fut nommé chef du département de l'air au commandement de la défense nationale. C'est alors, colonel Wennerström, que vous êtes devenu vraiment un traître. J'aurais voulu avoir la force de me retirer lorsque Lemenov m'a demandé d'espionner mon propre pays. Mais je me suis senti menacé par les Russes. Et cette menace pesait sur ma vie même. C'est sans doute cette tension, cette peur, qui déclenchèrent la fameuse colère haineuse contre les Russes qui éveilla l'attention du commissaire Danielson. Le colonel Wennerström, ayant pu être ranimé à la suite d'une tentative de suicide au barbiturique, fut jugé en mai 1964. Le procureur Rinninger requérait contre lui. Dans les temps modernes, aucun tribunal suédois n'a eu à juger d'un crime aussi bas, aussi ignominieux, et qui a causé plus de dégâts. L'instruction et les aveux ont mis en évidence la gravité inouïe de cet espionnage. L'activité d'espion de Wennerström a duré très longtemps, et il est impossible de dire les conséquences que sa trahison aura sur la défense de la Suède et pour tout notre peuple. C'est un crime d'une ignominie incroyable, pour lequel il ne peut y avoir aucune circonstance atténuante. Wennerström a risqué l'existence même de tous les Suédois, et il ne peut y avoir pour lui qu'un châtiment, le plus sévère que prévoit la loi, la réclusion à vie. Je vous affirme que c'est pour des raisons idéologiques, pour mieux équilibrer les forces du monde, que mon client a été espion. Il voulait vraiment assurer la paix du monde. Il n'a livré que ce qu'il croyait indispensable pour y parvenir. Je suis prêt à supporter les conséquences juridiques de mes actes. Les juges ne crurent pas aux raisons données par maître Lindahl, et Wennerström fut condamné aux travaux forcés à perpétuité pour espionnage ignominieux.